Hitler et Mussolini voulaient-ils vraiment embraser la planète? Ou furent-ils submergés par des événements qu'ils n'étaient plus capables de maîtriser? Derrière le slogan du Lebensraum et le rêve fasciste d'un Mare Nostrum, bouillonnaient des ambitions démesurées et des peurs incontrôlées. Septembre 1939. En envahissant la Pologne, Adolf Hitler précipita l'Europe dans l'abîme d'un nouveau conflit. Juin 1940. En ouvrant le front méditerranéen, Benito Mussolini étendit l'incendie au rivage méridional, des Alpes jusqu'au désert libyen. Chaque pacte signé, chaque invasion éclair. Du Baltique à l'Afrique du Nord, les frontières se redessinaient sous les coups de l'artillerie. Comment ce pari constant sur les conquêtes échoua-t-il et quand ce plan, oscillant entre folie lucide et pur opportunisme, se transforma-t-il en un tourbillon d'événements incontrôlables? Au début de 1939, l'Europe portait les profondes cicatrices de la Grande Guerre qui, en un peu plus de 4 ans, avait coûté la vie à plus de 8 millions de soldats. Pourtant, deux puissances se montraient plus décidées que jamais à redessiner les frontières du continent. En Allemagne, forte d'environ 80 millions d'habitants et d'une production annuelle d'environ 23 millions de tonnes d'acier, Adolf Hitler visait le Lebensraum, cet espace vital à étendre vers la Pologne, l'Ukraine et le Caucase. Terre riche en blé, pétrole et ressources stratégiques. La Wehrmacht gonflait rapidement, violant ouvertement les limites fixées par le traité de Versailles. Dès 1935, l'armée, censée ne pas dépasser 100 000 hommes, comptait déjà plus de 500 000 soldats. En 1936, la création de la Luftwaffe, elle aussi interdite, fut officialisée. En 1939, celle-ci alignait plus de 4000 avions de chasse, bombardement ou reconnaissance. Parallèlement, la Kriegsmarine entama elle aussi un renforcement rapide. Grâce à l'accord naval anglo-allemand de 1935, Berlin lança la construction de cuirassés modernes, tels la Scharnhorst et la Gneisenau, et d'une flotte sous-marine croissante. Au 1er septembre 1939, jour de l'invasion de la Pologne, l'Allemagne disposait d'environ 50 U-boats opérationnels. Au 1er septembre 1939, l'ensemble de l'appareil militaire allemand alignait quelques 3,7 millions de soldats. Pont spectaculaire illustrant la volonté d'Hitler de bâtir une machine de guerre apte à régner durablement sur le continent et, avec la Kriegsmarine en expansion, à défier aussi l'hégémonie maritime britannique. Malgré une puissante industrie d'armement, l'Allemagne demeurait fortement dépendante des importations de pétrole pour alimenter ses blindés, son aviation et le vaste réseau logistique de l'armée. Pour pallier cette faiblesse, le régime nazi misa de plus en plus sur la synthèse chimique du charbon, procédé coûteux et peu productif afin de produire des carburants artificiels sur son propre sol. Cependant, ce subterfuge ne suffisait pas à couvrir la demande énergétique engendrée par l'expansion militaire rapide. La perspective de sécuriser des sources extérieures d'approvisionnement, telles les champs pétrolifères roumains de Ploiesti ou les pluies du Caucase, devenait une priorité stratégique, appelée à influencer profondément les ambitions territoriales et la planification des offensives futures. Les forces armées italiennes, quoique nombreuses sur le papier, révélaient d'importantes faiblesses structurelles lorsque l'Italie entra en guerre en 1940. Dans le Regio Esercito, on comptait environ 1 million d'hommes répartis en plus de 60 divisions. Mais seule une faible portion disposait d'équipements modernes et vraiment fiables. Les unités motorisées étaient rares, et les chars italiens, souvent d'un concept dépassé, souffraient d'un blindage insuffisant et de canons peu efficaces. L'artillerie, d'origines diverses, ne dépassait guère les calibres moyens, tandis qu'une pénurie chronique de carburant entravait gravement toute tentative de manœuvre rapide. La Regia Aeronautica alignait environ 2000 à 2500 appareils. Mais beaucoup étaient encore des biplans ou des modèles dépassés par rapport aux standards britanniques et allemands. Le rythme de production et l'innovation ne suivaient pas l'industrialisation militaire allemande, et le développement de nouveaux chasseurs ou bombardiers avancés progressait lentement.
Dans ce domaine, la pénurie de matières premières stratégiques pesa lourdement sur la quantité et la qualité des avions disponibles. En mer, la Regia Marina pouvait paraître imposante par le nombre de cuirassés, croiseurs et sous-marins. Mais ces unités, quoique bien entraînées, souffraient de l'absence de radar, d'une coordination aéronavale insuffisante et, encore, d'un manque chronique de carburant qui restreignait sévèrement leur liberté de manœuvre. Dans l'ensemble, l'appareil militaire fasciste dut affronter un conflit mondial sans avoir achevé la modernisation pleinement indispensable, qui en réalité n'était pas prête pour une guerre longue, durable et technologiquement avancée. Le savais-tu? La plupart des personnes qui regardent nos documentaires ne sont pas encore abonnées. Si tu aimes l'histoire et les cartes animées, rejoins notre communauté. Laisse un like et abonne-toi pour ne manquer aucun des prochains épisodes. Entre 1936 et 1939, l'Allemagne nazie entreprit toute une série de manœuvres stratégiques pour élargir ses frontières sans déclarer formellement la guerre. La première étape fut la remilitarisation de la Rhénanie en mars 1936, en flagrante violation du traité de Versailles. En mars 1938, Adolf Hitler annexa l'Autriche, absorbant sa population et ses ressources. C'est le fameux Anschluss qui renforça encore davantage la puissance du Reich. À l'automne 1938 éclata la crise des Sudètes, région tchécoslovaque peuplée en grande partie d'Allemands. La Tchécoslovaquie, née après la Première Guerre mondiale, disposait d'une importante industrie lourde et d'une armée mieux préparée que ne l'imaginaient de nombreux dirigeants européens. Pourtant, la pression exercée par Berlin poussa la France et le Royaume-Uni à rechercher une issue diplomatique afin d'éviter un nouveau conflit. La conférence de Munich des 29-30 septembre 1938 livra à Hitler le Sudetenland, contre la promesse, répétée solennellement devant Paris et Londres, qu'il s'agirait de ma dernière revendication territoriale en Europe. En public, le Führer garantissait la paix. En privé, il qualifiait Munich de simple manœuvre pour gagner du temps, convaincu que Londres et Paris ne risqueraient jamais la guerre pour l'arrêter. Le 5 octobre 1938, à la Chambre des communes, Winston Churchill avertit. « Choisissez le déshonneur ou la guerre. Vous avez choisi le déshonneur, vous aurez la guerre. » Fort d'une victoire diplomatique sans frais, Hitler passa vite du pari à la rupture. Entre janvier et mars 1939, il força la sécession slovaque, menaça de bombarder Prague et le 15 mars occupa la Bohême-Moravie, créant le protectorat. Il n'était plus question de plébiscite ni de minorité à protéger, c'était l'annexion d'un territoire à majorité tchèque. 8 jours plus tard, il imposa la cession de Memel à la Lituanie, puis accentua la pression sur Danzig et le corridor polonais. Chaque pas était un bond calculé. Hitler avançait sûr que les démocraties occidentales avaleraient encore une fois la pilule, et le succès de Munich nourrissait son illusion que la guerre pouvait encore être évitée. Craignant de rester dans l'ombre de Berlin, Mussolini occupa l'Albanie le 7 avril 1939. Poussé par l'opportunisme et désireux de décrocher un succès éclair dans les Balkans. Le démembrement de la Tchécoslovaquie convainquit Londres que concéder encore à Hitler ne ferait que différer l'affrontement. Le 31 mars 1939, Chamberlain annonça à la Chambre des communes que, dorénavant, toute attaque allemande contre la Pologne trouverait la Grande-Bretagne et, parallèlement, la France, prêtes à intervenir militairement. 2 semaines plus tard, après l'occupation italienne de l'Albanie, la même garantie fut étendue à la Grèce et à la Roumanie, le 13 avril 1939. Ces garanties bilatérales tracèrent une ligne rouge limpide. La prochaine violation de frontières en Europe orientale déclenchait automatiquement la guerre. Pour Hitler, qui jusque-là avait engrangé des succès diplomatiques sans tirer un coup de feu, le signal demeura ambigu. Il constata la fermeté de façade, mais resta persuadé qu'en pratique, Londres et Paris n'immoleraient pas leur ville pour Danzig.
Le 22 mai 1939, alors que l'Europe frémissait, Rome et Berlin signèrent une alliance politico-militaire baptisée Pacte d'Acier. L'accord stipulait que l'Allemagne et l'Italie se soutiendraient mutuellement en cas de guerre, tant sur le plan militaire qu'économique. Les deux signataires s'engageaient à ne pas conclure de paix séparée et à coordonner entre eux leur politique étrangère, partageant constamment renseignements et consultations sur les plans de mobilisation. Derrière ces déclarations solennelles se cachaient pourtant de profondes divergences. Benito Mussolini avait répété que l'Italie ne serait pas prête pour un conflit de grande ampleur avant 1942, voire 1943, en raison de ressources industrielles limitées et d'une pénurie chronique de carburant. Adolf Hitler, lui, jugeait impératif de profiter immédiatement de la supériorité militaire allemande avant que les autres nations ne se réorganisent. La tension monta à son paroxysme lorsque le 23 août 1939 fut rendu public le pacte Molotov-Ribbentrop entre l'Allemagne et l'Union soviétique. Ce traité secret de non-agression, assorti de protocoles partageant les zones d'influence en Europe orientale, stupéfia les chancelleries occidentales. Hitler obtenait ainsi l'assurance de ne pas affronter une guerre sur deux fronts, et avec la perspective d'approvisionnement soviétique en blé et en pétrole, se déclara prêt à déclencher l'étape suivante: l'invasion de la Pologne. À l'aube du 1er septembre, les troupes allemandes submergèrent la Pologne par une offensive coordonnée d'infanterie, de blindés et d'aviation. Première démonstration de la Blitzkrieg, conçue pour écraser l'ennemi par vitesse et puissance de feu. Ce fut le pari ultime d'Hitler, convaincu que la France et la Grande-Bretagne n'interviendraient pas, voyant dans la Pologne un passage obligé pour élargir le Lebensraum et pousser plus à l'est. Cette fois, toutefois, Londres et Paris étaient liés par des engagements écrits et portés par une opinion lassée des concessions. Lorsque l'ultimatum britannique resta sans réponse le 3 septembre, la garantie se mua en déclaration de guerre, transformant une série d'agressions régionales en conflit mondial. L'erreur de calcul du Führer éclata le 3 septembre, lorsque Londres et Paris déclarèrent la guerre, bien que la France nourrit encore l'espoir d'une issue diplomatique immédiate. Cette décision surprit une partie de l'état-major allemand. Les plans ne prévoyaient pas alors un conflit de grande ampleur. Pourtant, la formidable efficacité initiale de la Wehrmacht fit vite comprendre que le monde affrontait une nouvelle et dévastatrice démonstration de force. Au début du printemps 1940, l'Allemagne hitlérienne avait déjà démontré sa puissance. Après avoir annexé la Pologne en quelques semaines, septembre 1939 lança d'avril à mai l'opération Weserübung, occupant le Danemark et la Norvège. Le 10 mai, la Blitzkrieg balaya les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg, ouvrant la voie vers Paris. Face à cette progression fulgurante, Benito Mussolini, convaincu que la France était proche de l'effondrement, déclara la guerre le 10 juin 1940, espérant s'assurer une place à la table des vainqueurs. L'opportunisme italien se trouva vite confirmé. Les forces françaises s'effondrèrent et le 14 juin, les Allemands entrèrent dans Paris. L'armistice, signé le 22 juin, laissa la plupart de la flotte française en mouillage à Toulon et Mers-el-Kébir, en Afrique du Nord. À ce stade, le Royaume-Uni craignait que ces navires ne tombent aux mains de l'Axe, bouleversant l'équilibre naval méditerranéen. Pour éviter cela, le 3 juillet 1940, la Royal Navy déclencha l'opération Catapulte, bombardant les unités françaises stationnées à Mers-el-Kébir. Lors de l'attaque, le cuirassé Bretagne fut coulé. Il explosa, tuant plus de 1000 marins. Les cuirassés Provence et Dunkerque furent gravement endommagés, tandis que le Strasbourg put s'échapper. Au total, on dénombra environ 1297 victimes parmi l'équipage français. Ce drame brisa les relations entre les deux ex-alliés, poussant plusieurs officiers et marins à soutenir le gouvernement de Vichy.
alors que d'autres rejoignirent les forces françaises libres. À ce stade, Churchill se retrouva pratiquement seul face à la machine de guerre allemande, tandis que la jeune alliance de l'Axe bénéficiait désormais du soutien italien dans le bassin méditerranéen. D'un côté, Hitler regardait déjà vers l'Est, avide d'atteindre les ressources du Caucase. De l'autre, la Royal Navy se préparait à défendre la route de Gibraltar et le canal de Suez, vitaux pour les intérêts britanniques en Afrique et au Moyen-Orient. L'équilibre de puissance, jusque-là solidement tenu par les grandes démocraties, semblait désormais brisé. La mèche était désormais allumée. Une Europe en flammes allait réécrire l'histoire au fracas des canons. L'opération Barbarossa, lancée le 22 juin 1941, fut le plan ambitieux de l'Allemagne nazie pour envahir l'Union soviétique et devenant la plus grande invasion de l'histoire. Avant d'attaquer la Russie, l'Allemagne nazie avait déjà conquis plusieurs pays européens. L'expansion commença par l'annexion de l'Autriche en 1938, suivie de l'invasion de la Tchécoslovaquie en 1939. La stratégie de la Blitzkrieg conduisit ensuite à de rapides victoires en Pologne en 1939 et au Danemark et en Norvège en 1940. Cette même année, les Allemands envahirent rapidement la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg et la France. Au début de 1941, après avoir assuré le contrôle des Balkans, y compris la Yougoslavie et la Grèce, Hitler tourna son attention vers l'Union soviétique. Avant de lancer l'opération Barbarossa, l'Allemagne nazie se prépara méticuleusement à l'invasion, guidée par un mélange d'ambition idéologique et de calculs stratégiques. L'objectif principal d'Hitler était d'obtenir le Lebensraum, ou espace vital à l'Est, et de détruire l'Union soviétique, qu'il considérait comme un bastion du communisme et une menace pour l'avenir de l'Allemagne. En 1939, l'Allemagne signa le pacte Molotov-Ribbentrop avec l'Union soviétique, un traité de non-agression qui permet à Hitler de se concentrer sur la conquête de l'Europe occidentale sans craindre d'interférences soviétiques. Cependant, ce pacte n'était qu'une mesure temporaire, car Hitler avait toujours l'intention de se tourner vers l'Est. Déjà en 1940, des plans détaillés pour l'invasion, nommés Opération Barbarossa, étaient en cours d'élaboration. Ces plans prévoyaient le déploiement de plus de 3,8 millions de troupes de l'Axe, 3300 chars et 2770 avions le long d'un front de 1800 miles. L'Allemagne se concentra également sur la sécurisation des lignes de ravitaillement et l'établissement de bases avancées. Les forces allemandes furent divisées en 3 groupes d'armées, chacun avec des objectifs distincts. Le groupe d'armée nord, dirigé par le feldmaréchal Wilhelm Ritter von Leb, visait Leningrad. Le groupe d'armée centre, sous le commandement du feldmaréchal Fedor von Bock, ciblait Moscou. Le groupe d'armée sud, commandé par le feldmaréchal Gerd von Rundstedt, se concentrait sur l'Ukraine. En réponse, l'Union soviétique, bien qu'ayant été surprise par l'invasion, avait lancé diverses mesures défensives. L'Armée rouge s'est concentrée sur le renforcement des frontières occidentales, y compris les États baltes, la Biélorussie, l'Ukraine et les zones autour de Leningrad, avec une série de lignes défensives et l'augmentation des déploiements de troupes. Du côté soviétique, l'armée rouge comptait environ 5 millions de soldats, soutenus par 24 000 chars et 20 000 avions. Malgré leur supériorité numérique, les soviétiques faisaient face à de grands défis en matière d'organisation et de préparation. Parmi les commandants soviétiques clés se trouvait le général Georgi Zhukov, qui joua un rôle crucial dans la défense de Moscou, et le maréchal Semyon Timoshenko, à la tête du front sud-ouest. Le 22 juin 1941, la Wehrmacht lança l'opération Barbarossa, la plus grande et la plus brutale invasion de l'histoire militaire. À 3h15 du matin, l'assaut commença par un bombardement d'artillerie massif, suivi d'une attaque aérienne pour paralyser les défenses aériennes soviétiques et les communications. Les 3 groupes d'armées allemands avancèrent rapidement le long d'un front de 1800 miles, visant Leningrad, Moscou et l'Ukraine. Les Allemands employèrent des tactiques de blitzkrieg, réalisant des pénétrations rapides et encerclant les forces soviétiques. Dans les premiers jours,
il eut des succès allemands significatifs, avec de lourdes pertes pour les soviétiques. À la fin juin, les Allemands avaient avancé jusqu'à 300 miles en territoire soviétique, capturant plus de 300 000 soldats et détruisant environ 2000 chars et 1500 avions. En réponse à l'invasion, Staline ordonna une politique de la terre brûlée, détruisant les infrastructures et les ressources pour les refuser aux Allemands en avance. Les Soviétiques commencèrent également à organiser des contre-attaques, bien que celles-ci aient été initialement inefficaces en raison de la surprise et de la rapidité du blitzkrieg allemand. La Luftwaffe lança des attaques avant l'aube contre les aérodromes soviétiques. Cela permit aux forces terrestres allemandes d'avancer avec une opposition aérienne minimale. Au sol, la Wehrmacht utilisa des tactiques de blitzkrieg pour maximiser la vitesse et l'impact. Les forces allemandes pénétrèrent rapidement. À la fin de la première semaine, de profondes brèches avaient été créées dans les défenses soviétiques. Le groupe d'armées nord avança à travers les États baltes, Lituanie, Lettonie et Estonie, dans le but de capturer Leningrad. Début septembre, la Wehrmacht coupa toutes les routes terrestres vers la ville, entamant un blocus de près de 900 jours, provoquant une pénurie de nourriture et une grande souffrance civile. En Ukraine, le groupe d'armées sud captura des villes clés comme Lviv et Kiev. Malgré la féroce résistance, les Allemands encerclèrent et capturèrent de nombreuses troupes soviétiques, assurant les plaines fertiles pour leurs valeurs agricoles et industrielles. Le groupe d'armées centre, se dirigeant vers Moscou, traversa la Biélorussie, capturant Minsk et Smolensk et, malgré une forte résistance, continua vers Moscou, capturant des milliers de soldats et d'équipements. Dans le nord de la Finlande et en Carélie, les forces allemandes et finlandaises coordonnèrent leurs efforts pour repousser les soviétiques et sécuriser le flanc nord, en plus de contrôler la ligne ferroviaire de Mourmansk, cruciale pour les approvisionnements alliés à l'Union soviétique. En Russie centrale, la Wehrmacht avança vers Smolensk et Vyazma avec l'objectif d'encercler et d'assiéger Leningrad. Les batailles de Kiev et de la mer d'Azov furent des affrontements significatifs pendant cette phase. À Kiev, les forces allemandes encerclèrent et capturèrent plus de 600 000 hommes, dans l'un des plus grands encerclements de l'histoire militaire. Dans la mer d'Azov, les forces allemandes et roumaines infligèrent de lourdes pertes aux soviétiques, affaiblissant leur défense du sud. La bataille de Moscou fut un point de tournant crucial dans l'opération Barbarossa. La stratégie allemande, appelée Opération Typhon, visait à capturer la capitale soviétique avant l'hiver. Les objectifs étaient clairs: encercler et détruire les forces soviétiques autour de Moscou et sécuriser la ville, qui était un centre politique, militaire et de transport vital. Malgré les succès initiaux, les Allemands firent face à une résistance féroce des forces soviétiques. Les Soviétiques, sous le commandement du général Georgi Zhukov, préparèrent de larges défenses autour de la ville. Avec le rude hiver russe, la défense soviétique se renforça et leurs stratégies de contre-offensive commencèrent à se dessiner. Au début de décembre 1941, les Soviétiques lancèrent une grande contre-offensive, exploitant les lignes allemandes affaiblies. Cette contre-attaque repoussa les Allemands des environs de Moscou, marquant la première grande défaite de la Wehrmacht pendant la Seconde Guerre mondiale. Le résultat de la bataille brisa le mythe de l'invincibilité allemande et releva le moral soviétique. L'importance de la bataille de Moscou ne peut être sous-estimée. Elle marqua la fin de l'avance allemande en Union soviétique et le début d'une longue et brutale guerre d'usure sur le front de l'Est. La défense victorieuse de Moscou fut un point de bascule dans la Seconde Guerre mondiale. L'opération Barbarossa se conclut sans succès le 5 décembre 1941. L'armée rouge arrêta la Wehrmacht et commença à contre-attaquer, initiant une guerre d'usure qui durerait jusqu'en 1945. Les Soviétiques gagnèrent en confiance, tandis que les forces allemandes faisaient face à leur premier grand revers. Les deux camps subirent d'énormes pertes. Les pertes allemandes dépassèrent les 750 000 à la fin de 1941, tandis que les pertes soviétiques comptèrent des millions de soldats morts, blessés ou capturés. Les territoires initialement perdus furent reconquis par les soviétiques, inversant les avancées précédentes de la Wehrmacht. Les crimes de guerre et les atrocités commises durant cette période furent horribles.
Le plan de la faim allemand visait à affamer des millions de citoyens soviétiques, et les escadrons de la mort des Einsatzgruppen procédèrent à des exécutions massives. La souffrance des civils pendant les sièges, en particulier à Leningrad, fut immense. L'une des batailles les plus significatives après Barbarossa fut celle de Stalingrad. Cette bataille brutale, d'août 1942 à février 1943, devint un symbole de la détermination soviétique et marqua un point de bascule dans la guerre sur le front de l'Est. L'encerclement et la défaite finale de la 6e armée allemande brisèrent le mythe de l'invincibilité nazie. Nous avons exploré la stratégie allemande, la résistance soviétique, les batailles clés et le coût humain immense. Saviez-vous qu'Hitler s'attendait à ce que l'opération Barbarossa se termine en seulement quelques mois ? Afrique 1940. L'Italie s'apprête à déclencher la Seconde Guerre mondiale, aussi sur ce continent déjà marqué par des décennies de domination coloniale. Mais ce n'est pas seulement une guerre d'armée, c'est une lutte pour contrôler un immense échiquier géopolitique. L'Empire britannique contrôle en Afrique plus de 5 millions de kilomètres carrés, presque 20 fois la surface des îles britanniques, et son domaine s'étend de l'Égypte au Kenya, via l'Afrique orientale et occidentale. La France administre près de 7 millions de kilomètres carrés, du Maghreb aux colonies du Sahel et de l'arrière-pays subsaharien, un arc immense, aussi vaste que l'Australie entière. L'Italie, de son côté, revendique plus de 3 millions de kilomètres carrés. La Libye méditerranéenne et l'Afrique orientale italienne. Érythrée, Somalie, ainsi que l'Éthiopie conquise et proclamée empire en 1936, soit 10 fois la surface en tout de la péninsule italienne. 3 empires, millions de kilomètres à contrôler, défendre ou perdre. Mais ce n'est pas qu'une affaire de drapeau. Sont en jeu ressources stratégiques, routes commerciales vitales et prestige international. Dans le désert et sur les mers, la maîtrise des ports, des routes, des dépôts et du ciel décidera vraiment qui s'étendra et qui s'effondrera. À la veille de la guerre, les forces déployées sur le continent africain sont hétérogènes et dispersées sur des territoires vastes. Les Britanniques, appuyés par le Commonwealth, alignent en Égypte 36 000 hommes issus de régiments britanniques, indiens et sud-africains chargés de protéger le canal de Suez et les liaisons vitales vers la mer Rouge et l'océan Indien. Au Soudan et au Kenya, milliers de soldats restent prêts à défendre les frontières coloniales. La France, quoique éprouvée par la campagne d'Europe, conserve des garnisons en Afrique du Nord et de l'Ouest, notamment en Algérie et au Sénégal, pour un total de dizaines de milliers d'hommes. En face, l'Italie s'appuie sur 2 bastions essentiels. En Libye se trouvent 215 000 soldats, dont moins de la moitié italiens et le reste issus de bataillons libyens, tandis qu'en Afrique orientale stationnent plus de 90 000 militaires italiens et plus de 200 000 recrues indigènes, répartis entre Érythrée, Somalie et Éthiopie. Territoire vaste et difficile à ravitailler. La composante navale est tout aussi décisive. La Royal Navy, forte de plus de 45 000 grandes unités, cuirassés, croiseurs, destroyers, opère depuis Alexandrie et domine une large part de la Méditerranée orientale. La Regia Marina italienne aligne 6 cuirassés, dont les nouveaux Littorio et Vittorio Veneto, 7 croiseurs lourds, 12 légers, plus de 120 destroyers ou torpilleurs et plus de 100 sous-marins. Cependant, ces forces sont dispersées entre la mer Tyrrhénienne, la Sicile, la Libye, Tripoli, Benghazi et l'Afrique orientale. Les unités les plus puissantes, surtout les cuirassés, restent concentrées à Tarente et à La Spezia. Le risque d'un blocus naval britannique demeure encore très élevé, car il pourrait interrompre les ravitaillements et affaiblir le système défensif italien. En définitive, la victoire ira à celui qui saura conserver le durable contrôle des routes maritimes ou au moins les garder ouvertes assez longtemps.
À la fin du printemps 1940, l'Europe traverse des heures dramatiques. La France s'effondre sous l'offensive allemande, tandis que la Grande-Bretagne isolée lutte encore pour protéger ses liaisons maritimes et commerciales. En quelques semaines, les cartes changent et Benito Mussolini voit une fenêtre d'opportunité. Entrer bientôt en guerre afin de porter l'Italie au rang de puissance, s'emparer de terres et transformer la Méditerranée en son Mare Nostrum. Chaque jour qui passe devient crucial. Mussolini est persuadé que la guerre sera brève et que l'Italie, frappant une Grande-Bretagne déjà sur la corde, pourra triompher sans sacrifice. Le 10 juin 1940, l'annonce tombe. L'Italie déclare la guerre à la France et à l'Angleterre. La décision, prise dans une ferveur exaltée, ignore un élément essentiel. Le Royaume-Uni conserve une flotte et contrôle des bases stratégiques en Méditerranée. Le premier grand objectif de Mussolini est d'étrangler les routes britanniques, de Gibraltar à Suez. Il croit qu'une occupation éclair de points clés fermera toute issue à Londres, mais sous-estime la résistance aéromaritime anglaise et les combats à venir bientôt en Afrique du Nord. Un pari audacieux qui bouleversera vraiment non seulement la Méditerranée, mais tout l'échiquier africain. Le 11 juin 1940, quelques heures après la déclaration de guerre, les premières escarmouches éclatent en Afrique du Nord, le long de la frontière entre la Libye italienne et l'Égypte britannique, touchant Bardia, Fort Capuzzo et les patrouilles britanniques de Solum. Des unités d'infanterie et des blindés italiens sondent les défenses à Sidi Omar et Sidi Azez. Mais une véritable offensive se heurte aux pénuries logistiques. Manque de camions, de carburant et de coordination toujours efficace avec les ports de Tripoli et Benghazi. Pendant ce temps, en Afrique orientale italienne, les forces du général nazi et du duc d'Aoste mènent des raids pour élargir la sécurité locale. L'occupation de Kassala au Soudan et de Moyal au Kenya vise à affaiblir les lignes de ravitaillement et à consolider la présence italienne. La réaction de Londres ne tarde pas. Préoccupés par la sécurité du canal de Suez et des routes vers l'Inde, les Britanniques renforcent surtout les défenses de Mersa Matruh, nœud vital de la côte égyptienne. Parallèlement, la Royal Navy intensifie ses patrouilles en Méditerranée pour intercepter les convois italiens à destination de la Libye et de l'Afrique orientale. Entre juin et juillet 1940 se déroulent encore les premiers grands affrontements navals. Lors de la bataille de Punta Stilo, le 9 juillet, la Regia Marina tente de couvrir ses convois vers Benghazi et Tobrouk. Bien que sans résultat décisif, l'action inaugure un long bras de fer en mer. S'y ajoutent de nouveaux raids aériens alliés et un long blocus léger des ports de Tobrouk et Benghazi, compliquant davantage les projets offensifs italiens. Le 13 septembre 1940, sur ordre direct de Mussolini, le maréchal Rodolfo Graziani lance l'invasion de l'Égypte depuis Bardia et Solum, à la frontière libo-égyptienne. Environ 70 000 hommes avancent, soutenus par plusieurs centaines de pièces d'artillerie et un contingent limité de chars militaires légers L3 et M11-39. L'offensive vise Sidi Barrani, plus de 100 km au-delà de la frontière, convaincu que les 36 000 Britanniques du secteur ne pourraient offrir une véritable résistance durable. Les unités italiennes atteignent leurs objectifs initiaux, mais au lieu de progresser vers Marsa Matruh, comme Mussolini le souhaitait, Graziani ordonne d'interrompre l'élan offensif. Plutôt qu'une conquête rapide du delta, il fait ériger une série de camps fortifiés disséminés dans le désert afin de consolider les positions acquises. Ce choix ralentit l'initiative italienne et donne aux Britanniques le temps précieux de se réorganiser longtemps, posant les bases d'une contre-offensive qui ne tardera pas à surgir.
Cette pause stratégique s'explique en grande partie par les difficultés logistiques. Les lignes de ravitaillement maritime sont insuffisantes car les convois ne sont pas suffisamment protégés par la Regia Marina. Les ports de Benghazi et Tobrouk subissent une pression constante de la Royal Navy. Et avec le désert libyen derrière eux, ravitailler une armée en avance devient complexe. Les défis pour l'Italie s'aggravent dramatiquement avec l'attaque nocturne de Tarente, dans la nuit historique du 11 au 12 novembre 1940. Des avions torpilleurs britanniques partis du porte-avions HMS Illustrious frappent la flotte italienne ancrée dans le port Pugliese, endommageant gravement les cuirassés Littorio, Ponte di Cavour et Caio Duilio. Ce coup surprise bouleverse l'équilibre en Méditerranée centrale. La Regia Marine, jusque-là perçue comme une menace sérieuse, réduit drastiquement ses sorties, éprouvant bien plus de difficultés à couvrir les convois vers l'Afrique du Nord. Le résultat de l'opération prouve l'efficacité renouvelée des raids aériens contre des navires lourds et marque un véritable tournant décisif dans la lutte prolongée pour le contrôle des routes maritimes. En conséquence, les lignes de ravitaillement vers Sidi Barrani et l'ensemble du front égyptien deviennent encore plus vulnérables. Avec Malte, solidement aux mains britanniques, la Royal Air Force et la Royal Navy dominent les eaux entre l'île et la Cyrénaïque, infligeant des pertes croissantes aux convois italiens. Sans appui naval adéquat, la campagne d'Égypte devient toujours plus intenable. À l'approche de décembre 1940, la situation en Afrique du Nord tourne rapidement au désavantage de l'Italie. Les Britanniques, sous le commandement du général Archibald Wavell, préparent l'opération Compass, avec un contingent d'environ 36 000 hommes, appuyés par plus de 200 chars, notamment Matilda II. Leur objectif est d'exploiter les lignes d'approvisionnement italiennes précaires en coordonnant armée et marine pour couper l'afflux de matériel par mer. Depuis la base de Marsa Matruh, les forces britanniques se disposent à frapper les camps fortifiés situés entre Sidi Barrani et Bardia, où se trouvent près de 80 000 Italiens, encore mal équipés et dotés d'un parc limité de chars M11-39 et L3. L'offensive commence par surprise le 8 décembre 1940. Le premier coup décisif vise Nibewa et Tumar. Leur défense italienne s'effondre en quelques heures. L'avance se poursuit vers Bardia, durement prise le 5 janvier 1941, puis continue vers Tobrouk. Des milliers de soldats italiens, y compris de nombreuses troupes coloniales, sont faits prisonniers, tandis que les pertes en équipement et en artillerie dépassent plusieurs centaines de pièces. L'effondrement de la ligne ouvre la Cyrénaïque, exposant directement la ville stratégique de Benghazi. Pendant ce temps, en Afrique orientale italienne, l'usure continue. Les forces britanniques venues du Soudan et du Kenya, fortes de dizaines de milliers d'hommes, menacent les voies de ravitaillement italiennes sur la mer Rouge. La chute de Kassala et Galabat, suivie de l'avance vers l'Érythrée et l'Éthiopie, compromet un front de 90 000 Italiens et 200 000 auxiliaires. Les conséquences sur le plan naval sont aussi désastreuses. La Royal Navy, appuyée par les avions basés à Malte, intensifie les attaques contre les convois italiens dans le canal de Sicile et le long des routes menant à Tripoli et Benghazi. Avec la chute des places fortes de Cyrénaïque, la Méditerranée centrale devient presque une zone britannique. Faute de ravitaillement suffisant, l'Italie doit réduire ses objectifs nord-africains, ouvrant la porte à l'intervention directe de l'Allemagne. Sur le plan politique, l'arrivée des troupes allemandes scelle l'aveu de Mussolini. L'Italie ne peut plus soutenir seule le conflit en Afrique du Nord. Le commandement opérationnel passe finalement de fait aux mains du général Erwin Rommel, dont l'audace tactique et le charisme redonneront un élan aux opérations sur le front libyo-égyptien. Mais cette aide allemande souligne la véritable perte d'autonomie stratégique italienne et constitue un grave revers politique pour Mussolini. Dans le prochain épisode, nous découvrirons Erwin Rommel,
le renard du désert, stratège redouté et admiré, protagoniste de pages parmi les controversés de la Seconde Guerre mondiale. Erwin Rommel, général légendaire de la Wehrmacht, laissa une trace indélébile dans le désert nord-africain. Après avoir gagné prestige et administration pendant la fulgurante campagne de France, où il balaya les défenses belges et françaises à la tête de la 7e Panzer Division, surnommée Division Fantôme pour la vitesse et l'imprévisibilité de ses manœuvres, Hitler le choisit pour une mission presque désespérée, renverser la fortune de l'Axe sur un front oublié, le désert africain. À Mersa Brega, Tobrouk, Gazala et Ain el Ghazala, Rommel gagna un surnom devenu légende, le renard du désert. Qu'accomplit-il pour changer le destin d'un front entier? Et comment écrivit-il des pages épiques de tactique dans un lieu où personne ne voulait combattre? Au début de 1941, alors que l'armée italienne bat en retraite en Cyrénaïque, Mussolini lance à Hitler un appel urgent. La Wehrmacht, d'abord réticente à détourner des ressources du front de l'Est, où se prépare Barbarossa, craint qu'un effondrement total de l'axe en Méditerranée ne bouleverse l'équilibre stratégique général et délicat. Après plusieurs entretiens où Mussolini insiste sur la crise imminente et le risque de perdre Benghazi, Hitler accepte finalement d'intervenir énergiquement. Le 11 janvier, l'OKW organise la création du Deutsche Afrika Korps. Le 12 février, le général Erwin Rommel débarque à Tripoli, avec les premiers détachements de la 5e Lège Division, future 21e Panzer Division. Environ 16 000 hommes et 120 chars, 45 Panzer III, 20 Panzer IV, plusieurs Panzer II et quelques Panzer 38T tchèques forment le noyau offensif allemand envoyé. Au sommet du commandement italien, le soulagement devant ces moyens modernes se mêle à la crainte persistante d'une tutelle allemande, jugée trop envahissante. Parallèlement commence la première guerre des convois. De février, cargo italo-allemand, escorté par la Regia Marina, quitte les côtes italiennes vers Tripoli, défiant sous-marins et avions britanniques basés à Malte. Sans la maîtrise effective de la Méditerranée centrale, le tout nouvel Afrika Korps ne pourrait ni se maintenir longtemps en Libye, ni envisager d'opérations offensives dans les sables du désert. En mars, Erwin Rommel lance sa contre-offensive depuis la ligne d'El Agheila, où les forces italiennes s'étaient entièrement réorganisées après le débarquement à Tripoli. Malgré les importants renforts britanniques encore présents en Cyrénaïque, l'avance fulgurante de l'Afrika Korps surprend nombre d'observateurs. En coordonnant blindés et infanterie motorisée, Rommel rompt les défenses adverses à Mersa Brega puis à Jebadia. En quelques semaines, Benghazi est de nouveau repris par l'Axe, contraignant les Britanniques à reculer encore loin vers l'Est. Le véritable obstacle à l'élan de Rommel demeure cependant Tobrouk, port stratégique vital. La garnison australienne, forte de dizaines de milliers d'hommes, érige des défenses formidables et impose un siège prolongé. Sans posséder Tobrouk, Rommel ne peut progresser en toute sécurité vers l'Égypte. Ce qui paraissait une série de victoires éclairs tourne rapidement à un affrontement d'usure épuisant et coûteux. En même temps, la situation se dégrade en Afrique orientale italienne. Après la chute de Keren en Érythrée, puis d'Asmara début avril, les forces britanniques, environ 70 000 soldats réguliers et coloniaux, marchent sur Addis Abeba. En quelques mois, plus de 200 000 Italiens et Askaris sont faits prisonniers, scellant de facto la fin de l'Empire d'Éthiopie. Le prestige fasciste encaisse un choc sérieux, tandis que l'attention se détourne du front nord-africain juste lorsqu'un effort allié conjoint serait indispensable. En seulement 24 heures, lors de la bataille du Cap Matapan du 27 au 29 mars, la Royal Navy inflige des pertes très lourdes à la Regia Marina. Après un premier engagement impliquant le cuirassé Vittorio Veneto, la nuit du 28 mars s'avère décisive.
les Italiens perdent 3 croiseurs lourds, Zara, Fiume, Pola et 2 destroyers, totalisant plus de 2000 marins italiens tués. Le 16 avril, au cours de la bataille du convoi Tarigo, les escorteurs italiens affrontent des destroyers britanniques au large des îles Kerkena, près des côtes tunisiennes. Le convoi, composé de 5 cargos vers Tripoli et de 3 destroyers d'escorte, Luca Tarigo, Lampo, Baleno, est presque entièrement détruit. Les 3 navires italiens coulent et tous les transports sont envoyés par le front ou gravement endommagés. Les Britanniques ne perdent qu'un destroyer, le HMS Mohawk, mais le préjudice global pour l'Axe reste énorme. Carburant, munitions et précieux véhicules, destinés aux troupes italiennes comme à celles de Rommel, n'atteignent jamais le front libyen, stratégique crucial. Avec l'arrivée de l'été 1941, la principale inquiétude de l'Axe est de ravitailler l'Africa Corps en carburant, munitions et pièces détachées vitales. Parallèlement, le général Ettore Bastico, tout juste nommé commandant supérieur des forces en Libye, s'emploie à soutenir les divisions italiennes Trento, Brescia, Pavia et Ariete, elles aussi affamées de ressources essentielles, pour rester pleinement opérationnelles. Depuis Malte, la Royal Navy multiplie les attaques incessantes contre les convois italo-allemands se dirigeant vers Tripoli ou Benghazi. Les avions et sous-marins britanniques basés sur l'île coulent un nombre croissant de cargos, rendant toujours plus précaire la fragile logistique quotidienne de l'Axe. La situation empire avec le soutien des porte-avions britanniques Ark Royal, Illustrious, Eagle et Formidable, chacun capable d'embarquer 30 à 50 appareils. Chasseurs Sea Hurricane, Fulmar et bombardiers torpilleurs Swordfish. Ces navires, dotés d'équipages de 1000 à 1500 marins et armés de canons anti-aériens moyens, permettent à la Royal Navy de conduire des raids aériens précis contre les convois de l'Axe, de coordonner l'éclairage radar et d'assurer une couverture constante et serrée à ses propres transports. Des opérations audacieuses telles qu'Operation Substance, en juillet 1941, voient l'Ark Royal et d'autres unités ravitailler Malte en troupes fraîches, carburant, vivres et matériel lourd, renforçant encore davantage la puissance offensive britannique dans toute la Méditerranée centrale. Dans le secteur oriental de la Libye, à 500 km de la frontière égyptienne, Tobrouk domine une crique fortifiée par les Italiens dans les années 30. Le port, pivot du ravitaillement et du contrôle côtier, est protégé par un périmètre d'environ 50 km de hauteur, tranchées et champs de mines, tenus par plus de 25 000 hommes de la 9e division australienne renforcée de détachements britanniques. Entre mai et août 1941, Rommel ordonne plusieurs assauts pour écraser la garnison et ouvrir la route de l'Égypte. Mais l'action combinée des canons anti-chars et de l'artillerie lourde repousse chaque tentative sanglante. Les divisions blindées allemandes, bien qu'elles alignent de nombreux Panzer III et IV, subissent une usure croissante faute de pièces détachées, de carburant et de munitions indispensables. Les attaques se concentrent surtout sur le front sud et autour des accès côtiers. Cependant, les Australiens contre-attaquent avec adresse, soutenus par l'observation aérienne continue et un réseau dense de feux croisés rigoureusement planifié, infligeant de sérieuses pertes répétées importantes. Cette combinaison de terrain et de défense fait de Tobrouk un bastion ardu. L'échec de Rommel à sécuriser le port freine son avance vers l'Égypte et contraint l'Africa Corps à un siège prolongé épuisant. Avec l'automne, la situation sur le front nord-africain change radicalement. Le général Archibald Wavell, jugé responsable de la perte de la Cyrénaïque, est remplacé brusquement par Claude Auchinleck à la tête des forces britanniques. Au même moment, la 8e armée britannique, basée en Égypte, reçoit d'importants renforts,
des milliers d'infanteries venus d'Inde, d'Afrique du Sud et de Nouvelle-Zélande, ainsi que de nouveaux chars Matilda, Valentine et les plus rapides Crusader. En octobre, le nombre de blindés opérationnels de l'armée dépasse désormais largement 400 unités, distançant nettement ceux disponibles pour l'Africa Corps, alors déjà fortement embourbé et épuisé. La priorité stratégique est de libérer Tobrouk et de repousser l'Axe au-delà de la Cyrénaïque. Pour cela, Auchinleck déclenche l'opération Crusader le 18 novembre. L'objectif est de briser un siège qui dure depuis des mois et d'infliger un coup décisif aux divisions de Rommel. Dans les premiers combats de Sidi Rezeg et Bir el Gubi, troupes britanniques, sud-africaines et néo-zélandaises affrontent la ténacité de l'Africa Corps et de ses alliés italiens. Les Allemands, bien que moins nombreux, profitent de la surprise et de l'expérience, mais le manque de carburant et de pièces use vite leur Panzerdivisionen. Parallèlement, la guerre fait rage en mer. Les 8 et 9 novembre, la bataille du convoi Duisburg se déroule au centre de la Méditerranée, 100 000 à l'est de Lampedusa. Des destroyers britanniques basés à Malte surprennent et anéantissent un convoi chargé de ravitaillements vitaux pour Rommel, coulant pétroliers et cargos essentiels sous la nuit impitoyable. Quelques semaines plus tard, le 17 décembre, la première bataille de Sirte s'achève sans décision nette et démontre clairement la volonté britannique d'entraver tous les convois destinés à Tripoli et Benghazi, aggravant encore le manque déjà aigu de ravitaillement de l'Axe. En un peu plus d'un mois, l'opération Crusader atteint son objectif principal. La garnison de Tobrouk est délivrée et Rommel doit se replier sur El Agheila, la même ligne d'où il était parti au printemps. Le rêve d'atteindre l'Égypte en 1941 disparaît, tandis que la Regia Marina, affaiblie par de lourdes pertes de convois, ne peut plus soutenir l'expansion nord-africaine durablement. Au terme de l'année, la Cyrénaïque passe partiellement sous contrôle britannique, laissant l'Axe sur des positions nettement plus fragiles et annonçant de rudes combats en 1942. À la fin de 1941, aucun des deux camps n'a remporté de victoire décisive en Afrique du Nord. Bien que la 8e armée britannique ait brisé le siège de Tobrouk et repoussé l'Africa Corps jusqu'à El Agheila, Rommel conserve une force redoutable, capable de se réorganiser et de lancer de nouvelles offensives. Estimation: la 8e armée aligne près de 100 000 hommes et 350 à 400 chars, tandis que l'Africa Corps et les unités italiennes totalisent 60 à 70 000 soldats avec moins de 150 blindés en état. En réalité, les deux adversaires sont épuisés après des mois de combats acharnés sans pouvoir porter le coup final. En Afrique orientale, en revanche, la défaite italienne est désormais totale. Avec la chute d'Asmara puis d'Addis Abeba, l'empire colonial cesse d'exister sous forme organisée. Les dernières garnisons se dispersent dans les montagnes ou capitulent. Ce désastre prive Rome de ressources et porte un coup sévère à la propagande fasciste déjà entamée en Cyrénaïque. À la fin de 1941, la campagne entre dans une phase d'attente. Pourtant, Rommel n'est pas convaincu. En 1942, il lancera l'offensive la plus audacieuse du conflit du désert, poussant encore jusqu'aux portes de l'Égypte. Dans le Sahara de 1942, Erwin Rommel, le renard du désert, poussa les forces italo-allemandes à un pas du canal de Suez. Entre attaques éclairs et efforts logistiques désespérés, l'Axe parut proche du triomphe, jusqu'à ce que la suprématie navale alliée, soutenue par Malte, renverse chaque pronostic. De la prise fulgurante de Tobrouk à la bataille décisive d'El Alamein, puis au débarquement américain de l'opération Torche, le front américain devient carrefour d'héroïsme et d'échecs. Comment l'Axe frôla-t-il la victoire dans un théâtre si hostile et pourquoi les Alliés en retournèrent-ils le destin d'un coup décisif? Où se joua la partie finale? Sur les sables ou dans les ports disputés de Méditerranée?
Au début de 1942, l'Axe paraît en retraite après l'opération Crusader. Les unités italo-allemandes, épuisées et presque à court de carburant, reculent jusqu'à El Agheila, tandis que les Britanniques avancent prudemment. Plus ils s'enfoncent en Cyrénaïque, plus leur ligne de ravitaillement s'étire. C'est alors que la Regia Marina réussit à préparer 3 convois essentiels, tous à destination de Tripoli. Le convoi M43, parti de Naples puis de Messine le 5 janvier, atteint Tripoli le 7 avec citernes de carburant et munitions. Le convoi T-16, appareillé de Tarente le 22 janvier, traverse le détroit de Messine et entre au port le 24, chargé d'artillerie et de rations. Le convoi T-18, parti de Tarente dans la nuit du 16 février, franchit le canal de Sicile et, le 18, débarque essence pour les panzers et pièces de rechange. Malgré les avions de Malte et les sous-marins britanniques, ces convois livrent près de 30 000 tonnes de carburant, vivres et munitions. Pas l'abondance, mais assez pour revigorer l'Africa Corps et les divisions italiennes Ariete et Trieste. Ravitaillé, Rommel saisit l'instant. À la mi-février, il lance une attaque éclair. Aghédabia et Al-Ghéla retombent à l'Axe, forçant les Britanniques à reculer vers l'est. Éparpillés sur le front, les Anglais ne parviennent pas à constituer une ligne cohérente. La Cyrénaïque repasse en partie sous contrôle italo-allemand, déjouant les prévisions de Londres. En mer, la situation demeure critique, mais pas désespérée. Malgré la menace permanente de Malte, Regia Marina et Kriegsmarine escortent encore des cargaisons vitales et stratégiques vers Tripoli, maintenant intacte la chaîne logistique. U-boats allemands et sous-marins italiens agissent entre Bardia et Benghazi, coulant des navires alliés et ralentissant fortement le trafic. Cette combinaison de succès naval et de mobilité tactique rend à l'Axe l'initiative, prouvant qu'une poignée de convois bien protégés peut encore changer toute une campagne du désert. Au début du printemps 1942, Erwin Rommel et le général Ettore Bastico, chef des forces italiennes en Libye, réorganisent les unités italo-allemandes déployées dans l'est de la Cyrénaïque. L'ordre de bataille de l'Axe compte 90 000 hommes, la moitié allemands et le reste italien, avec 560 chars. 330 Panzer III, 4 pour l'Africa Corps et 230 M13-40 ou M14-41 dans les divisions blindées italiennes. Les divisions Ariete, aux ordres du général Giuseppe De Stefanis et Trieste, commandées par le général Arnaldo Azzi, sont pleinement intégrées au dispositif de Rommel. En face, la 8e armée britannique aligne 114 000 soldats. 840 chars Crusader, Grant, Valentine et Matilda, ainsi qu'environ 600 avions. Pour contenir l'avance de l'Axe, les Anglais transforment la ligne de Gazala en une ceinture de champs de mines et positions fortifiées, tandis que la brigade française libre à Bir Hakeim est prête à résister jusqu'au dernier homme. La bataille de Gazala débute le 26 mai lorsque Rommel déclenche une manœuvre en tenaille par le sud, visant à contourner le pivot défensif ennemi. Des combats acharnés éclatent autour de Bir Hakeim où la brigade du général Marie-Pierre Koenig tient la position jusqu'au 10 juin, ralentissant l'avance de l'Axe. Malgré ces difficultés, la division Ariete perce le flanc nord avec l'appui des panzers allemands, infligeant de lourdes pertes en hommes et chars aux Britanniques. Le 21 juin, Rommel et Bastico ordonnent l'assaut final contre Tobrouk. En 24 heures, la place forte s'effondre. Quelques 35 000 soldats alliés sont capturés, avec d'importants stocks de ravitaillement et d'artillerie. Cette conquête éclair du port, clé pour dominer l'Afrique du Nord, surprend même le haut commandement allemand. Hitler promeut Rommel maréchal, saluant son habileté stratégique. Les divisions italiennes, souvent dotées de matériel moins moderne que les panzers, contribuent pleinement néanmoins au succès et gagnent un prestige militaire jamais atteint.
Tobrouk désormais aux mains italo-allemandes, l'Africa Corps poursuit vers l'est, visant Mars-Amatru, puis Alexandrie, menaçant le cœur de l'Égypte. Pour Londres, le choc est sévère. Churchill essuie une pluie de critiques, tandis que la guerre du désert se prépare à son acte le plus dramatique. En juin 1942, après la chute de Tobrouk, les forces de l'Axe se lancent rapidement vers l'est. En quelques semaines, l'Africa Corps de Rommel et les divisions italiennes atteignent la zone d'El Alamein, à seulement 100 km d'Alexandrie en Égypte. Le canal de Suez, artère vitale des communications britanniques, semble désormais vraiment exposé à une possible attaque. Pourtant, le général Claude Auchinleck établit entre la côte méditerranéenne et la dépression de Qattara une solide ligne défensive militaire, créant un front naturel difficile à contourner. La première bataille d'El Alamein commence le 1er juillet et se prolonge durant la majeure partie du mois. Les troupes italo-allemandes, quoique désireuses de franchir la porte de l'Égypte, manquent de carburant et de pièces de rechange, tandis que les Britanniques subissent une usure continue sur le terrain. En Méditerranée, aviation et marine britannique intensifient les raids contre les convois de l'Axe, partis d'Italie et de Grèce, rendant l'approvisionnement toujours vraiment plus rare. Ni Rommel ni Auchinleck ne parviennent à l'emporter. Les lignes se figent et la guerre du désert bascule dans un équilibre précaire. En août, Winston Churchill, mécontent des résultats, relève Auchinleck et nomme Bernard Montgomery à la tête de la 8e armée. Grâce au succès de l'opération Pédestal, arrivent en Égypte carburant et plus de 250 M4 Sherman. Revigorés par ces stocks, les Alliés obtiennent la supériorité numérique recherchée. Montgomery, résolu, lance un plan de réorganisation renforçant la coordination entre infanterie, artillerie et blindés pour la bataille future décisive d'automne. Rommel, de son côté, demeure devant El Alamein, conscient que seul un flux de ravitaillement pourrait assurer une poussée supplémentaire vers Alexandrie et le canal de Suez. Avec la Regia Marina en difficulté et la Kriegsmarine moins présente en Méditerranée, l'Axe peine à soutenir les lignes logistiques indispensables à une offensive. L'été 1942 s'achève donc sur un statu quo. La prochaine bataille, toutefois, sera décisive pour le sort de l'ensemble du front nord-africain. La seconde bataille d'El Alamein, livrée du 23 octobre au 4 novembre 1942, s'ouvre avec l'opération Lightfoot. Un bombardement nocturne suivi d'une avance d'infanterie qui perce les champs de mines de l'Axe. Sur la ligne britannique, environ 220 000 hommes et près de 1000 chars affrontent plus de 100 000 soldats italo-allemands, dotés de 500 blindés. Après 12 jours d'assaut, tirs d'artillerie et duels entre colonnes cuirassées, le bilan est terrible. Plus de 17 000 morts ou blessés et encore plus de 30 000 prisonniers, presque tous dans les rangs de l'Axe. L'Africa Corps perd environ 450 chars. La 8e armée en abandonne à peine plus de 200, mais conserve une supériorité écrasante. À court de carburant et pièces, Rommel ordonne la retraite vers la Libye, abandonnant tonnes de munitions et véhicules dans le sable. Pour les Alliés, c'est la première victoire contre les troupes allemandes. Le 10 novembre, aux communes, Winston Churchill s'exclame « Avant El Alamein, nous n'avions jamais gagné. Après El Alamein, nous n'avons plus connu la défaite. » Avec la défaite de l'Axe et la destruction de tout son parc blindé, l'initiative stratégique passe définitivement aux Alliés. Rommel est contraint à une retraite de plus de 2000 km. L'Axe perd l'initiative, tandis que les troupes de Montgomery avancent vers la Cyrénaïque. Quelques jours plus tard, le 8 novembre 1942, le coup décisif survient avec l'opération Torche. Le débarquement d'environ 105 000 hommes, soutenus par plus de 500 navires militaires de transport et d'escorte.
La Western Task Force, 35 000 Américains sous George S. Patton, appareil de Norfolk, traverse l'Atlantique et vise Casablanca au matin du 8 novembre, directement depuis les côtes de Virginie. La Central Task Force, 39 000 hommes, commandée par Lloyd Fredendall, quitte le Firth of Clyde en Écosse, descend la route atlantique et débarque sur les plages d'Arzève et d'Oran. L'Eastern Task Force, 31 000 Britanniques, Américains et Français libres sous Kenneth Anderson, quitte également le Clyde, longe le Portugal, franchit le détroit de Gibraltar et débarque à Sidi-Ferruche puis Alger. Les flottes sont couvertes par 3 porte-avions d'escadre, 4 escortes carrières, 2 cuirassés, 7 croiseurs et un peu plus de 60 destroyers, tandis que plus de 250 péniches LCVP parcourent les derniers miles jusqu'aux plages. Les forces de Vichy n'opposent qu'une brève résistance. La plupart se rendent ou rejoignent les Alliés, permettant la prise rapide des ports. Avec ces 3 offensives convergentes, les Anglo-Américains menacent Libye et Tunisie par l'ouest, tandis que Montgomery presse par l'est. L'axe se retrouve piégé entre 2 feux, privé de la liberté de manœuvre qui avait soutenu les campagnes antérieures. Après la défaite d'El Alamein et le débarquement anglo-américain de l'opération Torche, entre décembre 1942 et janvier 1943, l'Africa Corps d'Erwin Rommel et les forces italiennes, pour ne rien laisser aux Alliés, font sauter ponts, routes, importants magasins et vitaux dépôts de carburant. Rommel, affaibli par la malaria et par ses désaccords avec Berlin, reste encore en première ligne, mais, tandis qu'il se dirige vers la frontière tunisienne, le commandement passe au général Hans-Jürgen von Arnim, chargé de défendre le dernier bastion de l'Axe en Afrique. En février 1943, la bataille du col de Kasserine marque le premier affrontement entre Allemands et Américains. Rommel, à la tête de division italo-allemande, obtient un succès tactique contre une armée américaine inexpérimentée, mais manque de carburant et de renforts pour transformer cette victoire en tournant stratégique. Quelques jours plus tard, le Feldmaréchal, épuisé et convaincu de l'impossibilité de poursuivre la campagne, est rappelé à Berlin pour raison de santé, et le 9 mars quitte définitivement le théâtre africain. Le front sud passe alors au général Giovanni Messe, tandis que von Arnim garde le commandement du groupe d'armées d'Afrique. Pendant ce temps, Montgomery pousse vers l'est. Le 23 janvier, il entre à Tripoli, privant l'Axe de sa voie de ravitaillement. Début mars, la bataille de Médénine échoue à stopper l'avance, et la rupture de ligne Marette du 17 au 23 mars force les troupes de l'Axe à se replier sur Tunis et Bizerte. En avril commence l'acte final. Avec l'opération Vulcan, le 22 avril, les Alliés lancent une attaque générale. Allemands et Italiens, sans carburant ni munitions, ne peuvent contenir l'offensive. Le 7 mai, Tunis et Bizerte tombent. Entre le 12 et le 13 mai, plus de 275 000 soldats de l'Axe déposent les armes. La guerre d'Afrique est terminée. En un peu plus de 2 ans, l'Axe a perdu toutes ses colonies, tandis que les Alliés obtiennent le tremplin pour l'invasion de la Sicile et l'ouverture d'un front en Europe. L'opération Husky débuta dans la nuit du 9 au 10 juillet 1943, marquant le premier grand assaut amphibie des Alliés sur le territoire de l'Axe. L'invasion visait la côte sud de la Sicile. La 7e armée américaine, sous le général Patton, débarqua dans le golfe de Gela, à Gela, Likita et Skogliti. La 8e armée britannique, commandée par le général Montgomery, débarqua au sud-est, à Syracuse et Paquino. La première division d'infanterie canadienne, partie intégrante de la 8e armée britannique, débarqua près de Paquino, occupant une part importante de la côte sud-est. L'opération commença par un assaut aérien coordonné.
Des parachutistes de la 82e division aéroportée américaine et de la 1re division aéroportée britannique furent largués derrière les lignes ennemies pour perturber les défenses de l'axe et s'emparer de positions clés. Cette phase initiale rencontra des difficultés dues au vent violent et au largage désordonné, mais réussit tout de même à semer la confusion parmi les forces de l'axe. Le lendemain matin, l'assaut amphibie Principa débuta. Les forces américaines et britanniques débarquèrent le long de la côte sud de la Sicile, affrontant une résistance tenace et des difficultés logistiques. Malgré ces défis, elles réussirent à établir des têtes de pont avant la fin de la journée. Les bombardements navals et le soutien aérien furent essentiels pour affaiblir les défenses de l'axe. Le succès des débarquements initiaux permit aux Alliés de s'établir sur l'île, facilitant l'avancée vers l'intérieur des terres et les batailles qui suivraient, conduisant à la libération de la Sicile et ouvrant la bonne voie à l'invasion de l'Italie continentale. Les forces de l'Axe étaient placées stratégiquement pour se défendre contre l'invasion. La 6e armée italienne, sous le commandement du général Alfredo Guzzoni, comptait plusieurs divisions côtières. La division Livorno était stationnée près de Gela, tandis que la division Napoli se trouvait à Licata. La division Hermann Göring, allemande, était positionnée à l'intérieur des terres, près de Caltagirone et Piazza Armerina, prête à lancer des contre-attaques, tandis que des éléments de la 15e division Panzergrenadier se tenaient près de Nicosia. Avant l'assaut contre la Sicile, la Méditerranée était un champ de bataille crucial en 1943. Après la campagne d'Afrique du Nord, les Alliés avaient acquis une position stratégique majeure. Les puissances de l'Axe, principalement l'Italie et l'Allemagne, occupaient des positions dominantes dans le sud de l'Europe, notamment en Sicile, en Grèce et dans les Balkans. La Grèce subissait une occupation lourde, avec une répression brutale des mouvements de résistance. La Méditerranée était essentielle pour les routes d'approvisionnement. Les Alliés, utilisant leur supériorité navale et des bases comme Malte, visaient à dominer ces eaux, défiant les routes de l'Axe et préparant des invasions futures. Lors de la conférence de Casablanca en janvier 1943, Roosevelt, Churchill et leurs conseillers décidèrent de donner la priorité à l'invasion de la Sicile. Cette décision stratégique visait à affaiblir l'Axe en Europe du Sud et à établir une base solide pour les opérations futures. Les préparatifs pour l'opération Husky furent immenses. Environ 2590 navires et engins de débarquement furent mobilisés, transportant 160 000 soldats, 14 000 véhicules, 600 chars et près de 4000 avions. Les troupes se rassemblèrent en Afrique du Nord, principalement en Algérie et Tunisie, pour se préparer. Des ports comme Alger, Oran et Bizerte furent utilisés pour planifier l'opération. Les Alliés organisèrent un mouvement massif d'hommes et d'équipements, coordonnant des convois, un soutien aérien et des débarquements. Ces préparatifs furent cruciaux pour l'assaut amphibie en Sicile. La mafia, sous l'influence de Lucky Luciano, joua un rôle caché mais significatif dans la préparation du débarquement allié en Sicile. Dans le cadre de l'opération Underworld, Luciano, emprisonné aux États-Unis, fut contacté par le Bureau de l'intelligence navale pour ses liens en Sicile. Cette collaboration visait à protéger le port de New York contre les sabotages de l'Axe et obtenir des informations cruciales. En échange d'un traitement favorable, Luciano facilita les communications entre les Alliés et la mafia sicilienne. Cette opération permit de recueillir des renseignements sur les défenses de l'Axe et assura l'aide des populations locales, facilitant l'avancée alliée vers l'intérieur. Les puissances de l'Axe se mobilisèrent rapidement pour défendre la Sicile. Les Italiens se concentrèrent sur le maintien des positions clés avec des fortifications côtières. Les Allemands, sous le commandement du général Feldmarschall Albert Kesselring, notamment la division Hermann Göring et la 15e division Panzergrenadier, visaient à lancer des contre-attaques rapides et exploiter les faiblesses des lignes alliées. Près de Gela, les forces allemandes et italiennes
lancèrent des contre-attaques coordonnées, tentant de repousser les Américains à la mer. Lors de la bataille de Troana, la 15e division Panzergrenadier monta une défense féroce contre les féroces alliés en progression, entraînant plusieurs jours de combats intenses. Malgré quelques succès initiaux, ces contre-attaques furent finalement repoussées. Les Alliés furent confrontés à de nombreuses difficultés durant ces contre-attaques. Le terrain accidenté et les fortifications de l'Axe ralentirent leur avance. De plus, les contre-attaques causèrent des pertes significatives et perturbèrent les lignes de ravitaillement. Les conditions météorologiques défavorables compliquèrent encore les opérations, affectant le soutien aérien et la logistique. Face à cette résistance de l'Axe, les Alliés adaptèrent leurs tactiques et stratégies. Ils renforcèrent la coordination entre les forces aériennes, navales et terrestres pour soutenir les troupes en première ligne et intensifièrent leurs efforts pour perturber les lignes de ravitaillement et communication de l'Axe, affaiblissant la capacité de l'ennemi à contre-attaquer. Après les premiers débarquements, les Alliés avancèrent à l'intérieur de la Sicile, capturant des villes et villages clés. Syracuse tomba rapidement, offrant un port vital pour les approvisionnements. Des batailles décisives eurent lieu dans des villes comme Nicosia, Adrano et Messine. La bataille de Troana, en particulier, fut intense et déterminante. Le terrain sicilien, avec ses montagnes et paysages escarpés, ralentit l'avancée des Alliés et offrit des positions défensives solides aux forces de l'Axe. Les relations avec les civils siciliens variaient. Dans certaines zones, les habitants fournirent des informations et du soutien, tandis que dans d'autres, ils se méfiaient des troupes étrangères. Le rôle des groupes partisans et de résistance fut crucial, car ils menèrent des actions de sabotage et aidèrent les Alliés avec les ressources locales. En avançant vers Messine, leur objectif final sur l'île, les Alliés affrontèrent une résistance continue, mais capturèrent finalement la ville, sécurisant la Sicile et préparant le terrain pour l'invasion de l'Italie continentale. Après la conquête de la Sicile, les Alliés se préparèrent à envahir l'Italie continentale. Le 17 août 1943, les forces alliées traversèrent le détroit de Messine pour débarquer sur la terre ferme italienne. Cette attaque visait à forcer l'Italie à sortir de la guerre et à détourner des ressources allemandes du front de l'Est. Le 8 septembre 1943, l'armistice de Cassibile fut annoncé, marquant la reddition inconditionnelle de l'Italie aux Alliés et modifiant les dynamiques de la guerre. Puis le 13 octobre 1943, l'Italie déclara la guerre à l'Allemagne, rejoignant officiellement les Alliés. Le 9 septembre 1943, les Alliés lancèrent l'opération Avalanche, débarquant à Salerne au sud de Naples. L'objectif était de capturer rapidement le port et d'avancer vers l'intérieur. Malgré une forte résistance allemande, l'opération établit une tête de pont, permettant aux Alliés de progresser vers le nord. Simultanément, l'opération Slapstick impliqua un débarquement aéroporté britannique à Tarente et Brindisi le 9 septembre 1943. L'objectif était de sécuriser ces ports pour faciliter le mouvement des troupes et des approvisionnements. L'opération rencontra peu de résistance, permettant aux Alliés d'obtenir un point d'appui stratégique dans le sud de l'Italie avec des pertes minimes. Les Alliés continuèrent d'avancer vers le nord, de janvier à mai 1944, affrontant la défense acharnée des Allemands et traversant la ligne Gustave, une redoutable ligne défensive menant à la brutale bataille de Monte Cassino. La rupture de cette ligne permit aux forces alliées de capturer Rome le 4 juin 1944. L'avancée comprenait des batailles importantes, comme le débarquement à Anzio, opération Shingle, en janvier 1944, crucial pour contourner les défenses allemandes et accélérer la prise de Rome. Les opérations suivantes ciblèrent la ligne Hitler et la ligne d'hiver, affaiblissant encore davantage les positions allemandes. L'opération Husky entraîna de lourdes pertes, avec environ 24 000 victimes parmi les Alliés et 29 000 chez les forces de l'Axe. L'invasion porta un coup dur au moral et aux ressources de l'Axe, affaiblissant leur contrôle sur l'Europe du Sud. Elle marqua le début de la campagne d'Italie, provoquant la chute de Mussolini
et l'alliance de l'Italie avec les Alliés. La libération de la Sicile permit l'invasion de l'Italie continentale. Le succès de cette campagne influença la reconstruction d'après-guerre et les évolutions politiques en Italie. L'opération Husky fut une victoire décisive, marquant le début de la fin pour les puissances de l'Axe en Europe du Sud. L'invasion réussie de la Sicile démontra l'habileté stratégique et la résilience des Alliés. La Seconde Guerre mondiale en Europe culmina avec la reddition inconditionnelle de l'Allemagne le 8 mai 1945. Cela marqua la fin d'un conflit qui avait ravagé le continent pendant 6 ans, causant une destruction sans précédent et une grande perte de vie humaine. Le chemin vers la victoire fut marqué par des événements clés, comme l'invasion du jour J, la libération des territoires occupés et les décisions stratégiques des dirigeants alliés. Comment en sommes-nous arrivés là? Notre récit commence 11 mois plus tôt, avec le débarquement en Normandie. Début de la contre-offensive finale des Alliés dans l'Europe occupée par les nazis. Le 6 juin 1944 commença l'opération Overlord, la plus grande invasion amphibie de l'histoire. Sous le commandement du général Dwight D. Eisenhower pour les Alliés et du feldmaréchal Gerd von Rundstedt pour les Allemands, plus de 150 000 soldats alliés des États-Unis, du Royaume-Uni, du Canada et d'autres nations débarquèrent sur 5 plages de Normandie, en France. La force d'invasion comprenait environ 5 000 navires et engins de débarquement, soutenus par 11 000 appareils pour la couverture aérienne et les bombardements. L'invasion fut planifiée pour briser le mur de l'Atlantique d'Hitler et établir un front occidental. Les plages étaient nommées Utah, Omaha, Gold, Juneau et Sword. Les forces américaines débarquèrent sur Utah et Omaha, les Britanniques sur Gold et Sword et les Canadiennes sur Juneau. À Utah Beach, la 4e division d'infanterie rencontra une résistance minimale et atteignit rapidement ses objectifs. Omaha Beach vit les combats les plus violents, avec les 1ère et 29e divisions d'infanterie affrontant de féroces défenses allemandes, subissant environ 2400 pertes. Les forces britanniques à Gold Beach rencontrèrent une résistance modérée et rejoignirent les forces canadiennes venant de Juneau Beach, qui avaient surmonté d'importants obstacles. À Sword Beach, la 3e division d'infanterie britannique progressa, malgré l'opposition, rejoignant les unités aéroportées parachutées plus tôt. Fin juin, les forces alliées avaient sécurisé les 5 plages et commencèrent à avancer à l'intérieur des terres. Les Britanniques et les Canadiens avancèrent vers Caen, tandis que les forces américaines se dirigèrent vers Cherbourg. Pendant juillet et août, les Alliés combattirent dans des bocages normands dans une bataille d'usure. À la mi-août, les forces alliées percèrent les défenses allemandes. Les batailles décisives de Saint-Lô et de la poche de Falaise, dirigées par le général Omar Bradley, décimèrent les positions allemandes, ouvrant la voie à une rapide avancée. Les Alliés avancèrent vers Paris, avec la 2e division blindée française sous le général Philippe Leclerc et la 4e division d'infanterie américaine en première ligne. Le 25 août, Paris fut libéré après une insurrection de la résistance française, soutenue par les forces alliées arrivant. Le commandant allemand de Paris, le général Dietrich von Choltitz, désobéit aux ordres d'Hitler de détruire la ville et se rendit. Cette victoire fut symbolique et stratégique, marquant l'effondrement du contrôle nazi en France. Le 15 août 1944, l'opération Dragoon, l'invasion alliée du sud de la France, commença. Elle visait à sécuriser des ports vitaux et à faciliter une avance rapide en France en complément des efforts en Normandie. Coordonnée avec l'opération Overlord, l'opération Dragoon cherchait à alléger la pression sur les forces alliées dans le nord de la France en ouvrant un second front. L'invasion débuta sous le commandement du général Alexander Patch de la 7e armée américaine, accompagné du général français Jean Delattre de Tassigny à la tête de la première armée française. Les forces comprenaient des troupes américaines, britanniques, françaises et canadiennes, avec les principales zones de débarquement le long de la Côte d'Azur. Les objectifs clés incluaient les ports de Marseille et de Toulon. Les débarquements initiaux, rencontrant une résistance légère, permirent aux Alliés d'établir rapidement une tête de pont. Les forces américaines et françaises libérèrent Toulon et Marseille avant la fin août, sécurisant ces ports cruciaux pour le soutien logistique.
L'avancée se poursuivit à travers la Provence, avec des batailles à Montélimar et dans la vallée du Rhône. Les forces allemandes, commandées par le général Friedrich Weiss, eurent du mal à résister efficacement aux manœuvres alliées. Les troupes alliées progressèrent vers le nord, dépassant les positions défensives allemandes dans les Vosges. À la mi-septembre, elles atteignirent la rivière Moselle, où elles se joignirent aux forces venant de Normandie. Le 17 septembre, l'opération Market Garden fut lancée, un plan ambitieux visant à capturer les ponts clés aux Pays-Bas pour ouvrir la voie vers l'Allemagne du Nord. L'opération, dirigée par le Feld-maréchal Bernard Montgomery, impliqua le plus grand assaut aéroporté de l'histoire, avec plus de 35 000 soldats de la 1re division aéroportée britannique, des 82e et 101e divisions aéroportées américaines, ainsi que de la 1re brigade de parachutistes polonais. L'objectif stratégique était de sécuriser les ponts sur les rivières Meuse, Waal et Rhin afin d'avancer rapidement vers le cœur industriel de la Ruhr. Cependant, l'opération dut affronter les formidables défenses allemandes sous le commandement du Feld-maréchal Walter Model. Ces forces comprenaient les 9e et 10e divisions SS Panzer, sous-estimées par le renseignement allié, qui, bien équipés et expérimentés, offrirent une résistance féroce, surtout à Arnhem. Le pont d'Arnhem s'avéra critique, un pont trop loin, avec la 1re division aéroportée britannique encerclée, subissant un feu allemand dévastateur, et finalement contrainte de battre en retraite. L'échec de l'opération Market Garden retarda l'avancée alliée et mit en évidence les risques des opérations aéroportées à grande échelle et la nécessité d'une approche plus prudente et coordonnée pour les campagnes futures. Le 16 septembre 1944, une contre-offensive allemande surprise fut lancée dans les Ardennes, dirigée par le Feld-maréchal Gerd von Rundstedt. Voulant diviser les forces alliées et capturer le port belge d'Anvers, les Allemands massèrent plus de 200 000 soldats, 1000 chars et une vaste artillerie. L'offensive créa une poche dans les lignes alliées, les prenant par surprise et obtenant d'importants gains initiaux. Cependant, les rudes conditions hivernales et la tenace résistance américaine, notamment à Bastogne, ralentirent l'avancée allemande. L'importance de la bataille résidait dans l'épuisement des ressources et du personnel allemand, déjà très affaibli. Les Alliés, sous le commandement du général Dwight D. Eisenhower, se réorganisèrent rapidement et lancèrent une contre-offensive. Le 25 janvier 1945, la poche fut éliminée et les forces allemandes repoussées. Cette bataille marqua la dernière grande offensive allemande de la guerre et affaiblit considérablement leur capacité à résister aux armées alliées en progression, ouvrant la voie à l'assaut final contre l'Allemagne nazie. En mars 1945, le franchissement du Rhin marqua une étape décisive dans l'invasion alliée de l'Allemagne. La capture du pont Ludendorff à Remagen, le 7 mars, fut particulièrement significative. Les forces américaines, dirigées par le général Courtney Hodges, réussirent à s'en emparer intactes, permettant aux troupes d'établir une tête de pont sur la rive est du Rhin. Cette victoire inattendue permit aux Alliés de transporter rapidement hommes et équipements à travers le fleuve, contournant ce qui était censé être une défense allemande lourdement fortifiée. Le succès de la traversée du Rhin brisa la redoutable ligne Siegfried, la dernière grande ligne de défense de l'Allemagne sur le front occidental. Le Rhin franchi, les forces alliées, y compris les 1re et 3e armées américaines et la 2e armée britannique, avancèrent rapidement au cœur de l'Allemagne. Cette manœuvre facilita l'encerclement et la reddition de nombreuses divisions allemandes, accélérant l'effondrement de la résistance nazie. En janvier 1945, l'Union soviétique lança l'offensive Vistule-Oder, une grande campagne militaire sur le front de l'Est. Sous le commandement des maréchaux Georgi Zhukov et Ivan Konev, les forces soviétiques avancèrent rapidement de la Vistule en Pologne à l'Oder en Allemagne, occupant Varsovie le 17 janvier 1945 et libérant la capitale polonaise du contrôle nazi. Alors que l'armée rouge avançait, les troupes soviétiques traversèrent la Prusse orientale, rencontrant une résistance féroce, mais surmontant constamment les défenses allemandes. En mars 1945, les troupes soviétiques atteignirent l'Oder, à seulement 70 km de Berlin. Les forces allemandes, commandées par le colonel général Heinrich Himmler, tentèrent d'arrêter l'avance soviétique, mais ne purent empêcher l'armée rouge d'atteindre les faubourgs de Berlin. La coordination entre les alliés occidentaux et les forces soviétiques fut d'une importance cruciale à cette étape. Les alliés, après avoir traversé le Rhin,
et les Soviétiques avançant depuis l'Est enfermèrent les dernières défenses de l'Allemagne dans un étau. La bataille de Berlin, la dernière grande offensive du théâtre européen, commença en avril 1945. Les forces soviétiques, dirigées par les maréchaux Georgi Zhukov et Ivan Konev, lancèrent un assaut massif sur la capitale allemande. La ville était défendue par un mélange d'unités épuisées de la Wehrmacht, de milices du Volkssturm et de la jeunesse hitlérienne, toutes sous le commandement du général Helmut Weidling. L'armée rouge avança en combattant rue par rue pour conquérir Berlin. Dans le chaos, Adolf Hitler se suicida dans son Führerbunker le 30 avril 1945, nommant le grand amiral Karl Dönitz comme son successeur. La mort de Hitler marqua l'effondrement de la direction et du moral nazi. Le 2 mai 1945, la garnison de Berlin se rendit aux Soviétiques et le 8 mai 1945, l'Allemagne capitula sans condition devant les forces alliées, marquant le jour de la victoire en Europe. La reddition allemande mit officiellement fin à la Seconde Guerre mondiale en Europe, préparant le terrain pour la reconstruction d'après-guerre et la redéfinition du paysage géopolitique. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un like, abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir des notifications des prochaines vidéos. Votre soutien nous aide à continuer et à vous offrir de nouveaux contenus. Merci pour votre écoute.